Alors, on va parler maintenant de la dette technique. Donc, ça, c'est un petit rappel avec le triangle du gestionnaire, avec les objectifs. Donc, le scope, les objectifs du projet, les coûts, donc les ressources, en fait, comme humaines, matérielles, et le temps disponible. Donc, la qualité dépend de, en fait, un peu de ce qu'on veut être au cœur, un peu de ce qu'on va faire avec ces trois paramètres-là. Donc, en ce qui concerne la qualité du logiciel, on a deux parties pour comme tel. On a la partie visible de la qualité du logiciel et on a la partie invisible. La partie visible, c'est l'expérience utilisateur et les bugs. Donc, l'expérience utilisateur, est-ce que c'est un logiciel convivial, est-ce que ça va bien, etc., etc. Et les bugs, bien entendu. Par contre, la partie invisible, c'est la qualité du code et de son infrastructure. Et ça, quand la qualité du code n'est pas là, ni l'infrastructure, quand on a, disons, une déficience à ce niveau-là, on appelle ça la dette technique. Mais le problème de la dette technique, c'est que seuls les développeurs suffisamment chevronnés peuvent l'apprécier à sa juste mesure. Donc, les clients, puis le boss, lui, ce qu'il voit, c'est la partie visible de la qualité du logiciel. Mais vous, en tant que développeur, vous voyez la partie visible, mais vous voyez aussi la partie invisible de la qualité du logiciel. Donc, visible versus invisible, la dette technique. Donc, le côté client, on a un beau robinet. Tout a l'air d'être propre, shiny, c'est parfait. Et derrière le mur, qu'est-ce qu'on a? On a ceci. Donc, ça, c'est le côté développeur, c'est de la scrap. Donc, ça ne veut pas dire que c'est tout le temps comme ça, mais c'est pour illustrer qu'est-ce qu'on entend par dette technique. Donc, le visible, l'invisible, les valeurs, les concepts qui ont une valeur positive et les concepts qui ont une connotation négative. Donc, ce qui est visible, puis ce qui est positif, c'est les features de notre logiciel. Donc, ce que le logiciel est capable de faire. Ce qui est invisible, c'est l'architecture. Donc, une bonne architecture, ça a une valeur positive pour notre logiciel, mais c'est quelque chose d'invisible. Ce qui est négatif, puis qui est visible, c'est les bugs, bien entendu. Donc, ils sont très négatifs pour notre logiciel. Et ce qui est invisible et qui a une valeur négative pour notre logiciel, c'est la dette technique. Donc, la dette technique, avant tout, c'est une espèce de métaphore. Okay? Donc, la dette technique d'un logiciel, c'est le manque de qualité de son développement, code, architecture, infrastructure, par rapport à l'idéal reconnu des bonnes pratiques. Donc, elle résulte souvent d'un manque de temps qui pousse les développeurs à couper les coins ronds. Donc, c'est quoi couper les coins ronds? Ben, c'est de faire peu ou pas de tests, donc une couverture limitée, avec des tests qui ne sont pas nécessairement automatisés, peu ou pas de commentaires et de documentation sur les fonctionnalités du logiciel, codage de mauvaise qualité, des identifiants mal choisis, des structures de contrôle non appropriées, des algorithmes sous-optimaux, la complexité superflue, etc. Aussi, une autre manière de couper les coins ronds, c'est que vous trouvez un bug, mais vous dites « Ah, c'est un bug mineur, ça ne se vient pas assez souvent, c'est pas si grave, donc on le laisse là. » Donc ça, c'est des façons de couper les coins ronds. Alors, qu'est-ce qui cause les bugs techniques? Ben, la première cause, c'est le manque de temps. Vos patrons vont vous mettre de la pression pour que ça soit sorti le plus rapidement possible. Donc, il va y avoir une pression managériale et vous allez manquer de temps. L'autre cause, c'est des mauvaises pratiques. Par exemple, si vous êtes un programmeur junior ou alors si vous êtes carrément incompétent, insouciant ou des choses comme ça. C'est toujours possible. Il y en a des fois qui ont ce trait de caractère. Après ça, s'il y a un manque de structure ou de support, donc si vous êtes dans un environnement qui répond, qui n'est pas un environnement qui n'est pas supportant, donc ça prend des outils, puis ça prend une méthodologie, donc si il y a des déficiences ou c'est mal utilisé, ça va générer de la dette technique. S'il y a un changement d'environnement ou d'exigence en cours de route, ça va générer aussi de la dette technique. Et enfin, le code de lui-même se
se détériore avec le temps, d'une certaine façon. OK? Donc, par exemple, si vous prenez du code de 1990 ou 85, puis vous essayez de le faire fonctionner aujourd'hui, probablement que ça sera pas facile, puis la façon de le gérer, tout ça, donc le code s'est détérioré avec le temps en quelque sorte, puis quelqu'un essaierait de gérer ce code-là. Probablement, ça serait probablement difficile de le faire rouler comme il faut. Puis deuxièmement, quelqu'un tomberait dans le code puis essaierait de l'agencer comme il faut, puis il serait probablement surpris de la façon que les gens avaient de programmer à cette époque-là. Donc, un code, tranquillement, devient de plus en plus désuet. Donc, par exemple, si on prend C#, si vous avez codé du C# en 2002, ben en 2002, puis maintenant en 2021, je veux dire, on n'est plus le même. Ça sera pas la même façon, les librairies sont pas les mêmes, les gens coderont pas de la même manière, tout ça. Donc, votre code de 2002, bien que techniquement parlant soit encore potentiellement exécutable, va être dans un état lamentable par rapport à ce qu'on ferait aujourd'hui. Donc, si quelqu'un repassait dans ce code-là, puis disait, ah non, aujourd'hui, ça se fait plus comme ça, on n'emploie plus ça, etc., ben, quelqu'un qui passerait dans le code, il y aurait plein de choses à améliorer pour rendre le code moderne. Donc, le code devient désuet en quelque sorte avec le temps, même si on n'a rien fait. Donc, d'une certaine façon, il y a une espèce d'obsolescence, pas nécessairement programmée, mais une obsolescence inhérente à l'évolution des technologies, malheureusement. Donc, un exemple de pression managériale, donc ça, c'est le burn down, c'est la vitesse à laquelle on abat le travail à faire avec le temps. Donc, au départ, ça, c'est la job à faire, puis là, à chaque jour ou chaque semaine, on abat une certaine quantité de travail. Et ici, on continue au rythme où vont les choses, ben, on continuerait, puis on terminerait à cette période-ci. On terminerait ici. Donc, par exemple, on terminerait dans, je sais pas moi, on est ici, là, mettons, on est rendu ici, puis là, on terminerait à peu près ici, peut-être dans 3 mois. Mais là, rendu ici, à 2 semaines de la fin, ou 1 mois de la fin, le boss arrive, vous dit, hey, là, ça va pas assez vite notre affaire, là. On n'aura pas fini de tout le kit avant. Il faut absolument avoir fini dans 1 mois, mais là, normalement, il faudrait travailler encore au rythme où vont les choses. Il faudrait travailler encore 3 mois. Fait que là, il met une pression considérable pour couper les coins ronds. Donc là, on accélère la livraison des features de notre logiciel. Donc ça, c'est comme les features qui restent à implémenter. Puis au fur et à mesure que le temps progresse, il y a de moins en moins de features à implémenter. Donc rendu ici, on accélère la vitesse de production des features pour réussir à finir avec le deadline, l'échéancier qui est établi. Mais ce faisant, on a réduit la qualité de notre code et tout ça, et on a accumulé ce qu'on pourrait appeler une dette technique. Donc la dette technique, c'est un peu tout ce que vous trouvez ici qui s'est accumulé dans notre logiciel en quelque sorte. Okay? Donc, les sources de dette technique. Ça, c'est juste pour nous donner une idée, un peu, du fonctionnement. Donc, des mauvais choix architecturaux, du code trop complexe, manque de documentation du code, pardon, testage inadéquat, technologie obsolète, tests non automatisés, dépendance intermodulaire, duplication de code, le code n'est pas dry, dépendance à du code externe à l'équipe, déploiement, le processus de déploiement qui est faible ou, disons, pas au point, dépendance sur des packages externes. Ça, ouais, c'est ça. Autrement dit, on dépend sur des packages externes qui, eux, ont une dette technique. Donc, c'est comme ça qu'il faut le voir. Ça veut pas dire qu'il faut pas... Je veux dire, je pense qu'aujourd'hui, on peut pas coder sans dépendre sur des packages externes. Je veux dire qu'aujourd'hui, on construit sur ce que les autres ont construit avant nous. Parce que si on
on part de zéro, from scratch. Je veux dire, on fera pas grand-chose dans la vie aujourd'hui en programmation. Donc, il faut toujours partir de ce que les autres ont fait, mais idéalement, on part de des technologies qui sont au point et pas des technologies qui ont déjà une dette technique intrinsèque. Okay? Après ça, du code obsolète. Des configurations, ben c'est ça, le DevOps en fait qui est rétrograde ou inefficace, d'autres choses. Donc les types de dettes. On peut considérer qu'il y a 3 types de dettes techniques. Il y a la dette naïve, la dette structurelle, puis la dette stratégique. Donc la dette naïve, c'est une dette qui est évitable. Donc c'est la part de la dette qui est acquise par manquement et qui est théoriquement évitable. Donc si vous êtes un bon développeur, avec un bon encadrement, avec assez de temps, vous allez éviter cette dette-là. La dette structurelle, c'est une dette qui est inévitable. Donc, par exemple, c'est dû au changement dans le temps et qui rend la solution de jadis moins adaptée à l'environnement et aux exigences actuelles. La meilleure équipe de développement du monde ne pourrait éviter de la contracter. Okay, donc, par exemple, je donnais l'exemple tantôt, si vous avez fait un logiciel top-notch en 2002 en C# 1.0, ben malheureusement, aujourd'hui, en 2020, votre code, il est plus top-notch. Okay? Vous avez une dette accumulée dans ce logiciel-là juste par le fait que les technologies ont progressé depuis ce temps-là. Enfin, il y a une dette qu'on pourrait qualifier de stratégique. Donc, c'est une part de dette qui est évitable, un peu comme naïve, puis qui est contractée en connaissance de cause. Donc ça, c'est involontairement la dette naïve. On la contracte involontairement. Ici, on la contracte volontairement. Donc, on coupe les coins ronds volontairement pour sortir le produit plus rapidement et on prendra le temps plus tard de corriger les défauts. Donc, c'est en toute connaissance de cause. Alors, les conséquences d'une dette technique. Donc, plus la dette augmente, plus l'intérêt à payer devient lourd. Donc, il y a une dégradation progressive du logiciel. Un code plus sale, moins compréhensible, plus dur à modifier et à utiliser correctement, plus de bugs. Il y a un allongement du temps de programmation. L'efficacité est réduite. Il y a un certain découragement. Finalement, il y a un cercle vicieux qui se produit. Donc, le cercle vicieux de la dette technique, c'est que, bon, une dette technique qui s'accroît, va évidemment générer du code de mauvaise qualité, va aussi générer une baisse de morale et de motivation de la part des développeurs. La qualité du code étant réduite, va réduire la productivité des développeurs. Le moral aussi réduit, va réduire la productivité des développeurs, qui va amener une pression pour augmenter la productivité de la part des managers, qui va mener à plus de dettes techniques, qui va mener à un code de qualité qui va se réduire, à une morale qui va baisser, à une productivité moindre, qui va générer, donc quoi, pas des principes, cercle vicieux. Donc, la dette technique, en quelque sorte, c'est un poids qu'on traîne avec soi pour la suite des choses. Donc, c'est comme si vous étiez en train de faire une course et que on vous ajoutait du poids derrière vous, ce qui rend les choses de plus en plus difficiles. Vous avez de plus en plus difficile, c'est de plus en plus difficile à avancer. Donc, ici encore toujours la dette technique qui peut causer une noyade des images. Ici, on montre un peu comment que ça fonctionne, le principe de l'accumulation de la dette technique. Donc ça, c'est l'effort que vous pouvez faire à chaque fois que vous progressez dans le développement de votre logiciel. Donc, au départ, vous faites cet effort-là ici, puis vous créez une feature. Mais vous avez accumulé une certaine dette technique. Alors, la deuxième feature que vous ajoutez est plus difficile à coder parce que vous devez dépenser du temps pour contourner les effets négatifs de la dette technique. Donc, le rouge, c'est l'effort que vous dépensez en pure perte, juste à cause qu'il y a une dette technique. Donc, ça, c'est ce que vous avez réussi, ça, c'est ce que vous avez ajouté en termes de feature.
disons, l'étape de maintenance subséquente, vous allez de plus en dépenser à chaque fois que vous allez ajouter des nouvelles features. Vous allez dépenser de plus en plus de temps à contourner les effets négatifs de la dette technique pour pouvoir ajouter des features. Puis à un moment donné, au bout d'un certain temps, vous ajoutez 3 lignes de code à votre programme sans créer un bug majeur ailleurs, va vous prendre des heures, des heures, des heures et des heures, c'est pas des jours. Et en toute fin utile, à la fin, vous pourrez plus faire aucun changement sans que ça vous coûte une somme de temps épouvantable, ce qui fait que votre logiciel est rendu, à toute fin utile, immaintenable. On peut plus faire quelque chose avec ça. Ça s'appelle la banqueroute technique. Donc, passé un certain seuil d'endettement, la dette devient intenable. La qualité du code est tellement compromise qu'une simple modification devient une entreprise hasardeuse, risquant de briser le bon fonctionnement du logiciel de manière imprévisible, entraînant des conséquences qui pourraient s'avérer catastrophiques. Alors, rendu là, mieux vaut tout recommencer à zéro. C'est ce qu'on appelle la banqueroute technique. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec la dette? Donc, ça dépend de la durée de vie prévue du logiciel. Donc, si vous avez un logiciel éphémère du style utiliser et jeter, par exemple un prototype, la meilleure stratégie, c'est souvent de laisser la dette s'accroître sans trop s'en occuper. Parce que de toute façon, une fois qu'on va avoir fait notre démo et tout ça, ou notre expérience, notre preuve de concept, on jette tout ça aux poubelles. Si par contre vous avez un logiciel au long cours, il faut impérativement gérer la dette technique. Donc, comment on peut gérer la dette technique? Donc, on peut d'abord réduire sa croissance. Donc, comment on peut faire ça? En utilisant des bonnes pratiques de programmation et de développement, et dans un contexte agile, en augmentant ce qu'on appelle la définition de compléter, ou definition of done. Donc, quand est-ce qu'on dit qu'une feature est complète? Donc, on augmente les exigences de qualité de la production des features. Une autre façon de bien gérer la dette, c'est de rendre la dette visible pour pouvoir mieux la traiter. Donc, pour les gestionnaires, ça revêt un aspect économique. Puis pour les développeurs, essentiellement, ça va être dans le backlog technique. Le backlog, c'est la to-do list de notre projet. Donc, la dette technique, on peut carrément la mettre dans la to-do list pour dire, là, je vais gérer un peu ma dette rendue à cette étape-là, tout ça. Donc, on peut carrément se mettre des to-do dans notre liste pour gérer notre dette technique. Finalement, éventuellement, peut-être qu'on peut repayer son dû, c'est-à-dire qu'on peut réduire la dette technique accumulée sur notre projet. Donc, on peut faire ça, par exemple, en réusinant le code, en anglais refactoring, en automatisant, ou en augmentant la couverture des tests, en améliorant la conception, etc. Donc, ici, on a le temps, on a l'augmentation de la dette technique. Donc, si on touche pas trop à notre code, qu'on n'essaie pas d'améliorer les choses, au départ, le changement est facile. Après ça, le changement devient difficile, puis après ça, le changement devient impossible. Par contre, si on réusine le code progressivement pour réduire l'accumulation de la dette technique, au lieu d'avoir une accumulation possiblement exponentielle, on peut avoir une accumulation linéaire, de sorte qu'on va quand même réussir à contrôler la dette technique. Donc, quand repayer son dû. Donc, le mieux pour repayer le dû ou la dette technique, c'est de le faire progressivement en passant par là, tout en continuant à ajouter des nouvelles fonctionnalités. Donc, utilisez ce qu'on appelle la technique du Boy Scout. Donc, quand vous tombez sur du code mal foutu, donc vous êtes en train de coder, d'apporter une modification, de coup, vous tombez sur du code mal foutu. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous le corrigez et vous améliorez le code et les tests sur le champ. Donc, les trucs trop gros, si jamais vous en rencontrez, vous les mettez dans le backlog technique. Le backlog, comme on l'a dit tantôt, c'est la to-do list de notre projet. Donc, le backlog technique, c'est quoi? Donc, la to-do list de notre projet, c'est
on va y placer les gros réusinages qui sont traités comme des tâches officielles à faire dans le processus. Parce que normalement, si vous faites quelque chose du Boy Scout, il ne faut pas que ça vous prenne une demi-journée faire votre technique du Boy Scout. Là. Parce que là, votre patron ou votre chef de projet va dire, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Tu vas dire, ben regarde, j'ai fait du réusinage la moitié de la journée. Ben là, je suis pas sûr qu'il va être content de vous entendre dire ça. Par contre, si en réécrivant, en ajoutant une variable ou quelque chose dans votre fonction, vous réusinez la fonction, puis ça vous prend 20 minutes, ben ça peut être un 20 minutes qui est correctement investi. Donc ici, une petite image intéressante. Donc c'est évidemment des gens qui se promènent puis qui charrient des pierres dans un chariot. Et il y a quelqu'un ici qui leur propose d'installer des roues rondes au lieu de des roues carrées. Et eux autres leur disent non, pas besoin, non, on n'a pas le temps, on est trop occupé. Donc ça peut montrer un peu c'est quoi l'idée de la dette technique. Je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il faut réusiner. Il faut réusiner, sinon la dette technique nous empêche de bien fonctionner. Donc comment on peut maintenant mesurer l'ampleur de la dette technique? Donc on peut tenter de mesurer l'ampleur de la dette technique de plusieurs manières. Notamment, donc si vous voulez vous cliquer là-dessus, c'est pour aller voir un peu des liens. Donc, on peut mesurer la dette technique en temps ou alors en perte d'efficacité. Donc, en temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le temps que ça prendrait pour repayer entièrement la dette technique avec un seul programmeur travaillant à temps plein sur la dette technique. Donc, combien de temps ça prendrait? En perte d'efficacité ou de vélocité, si vous préférez, la vélocité, c'est la pente qu'on a vue tantôt sur l'abattage de l'ouvrage. Donc, on avait notre burn down, puis on avait la pente. Donc, ça, c'est notre vélocité. Donc, le ralentissement actuel causé par la dette sur l'équipe de développement mesuré en pourcentage. On pourrait dire story point par sprint, là, vous ne savez pas c'est quoi, on va en parler dans un document ultérieur, ou une autre mesure jugée pertinente. Mais nous autres, on va prendre des pourcentages. Donc, par exemple, vous travaillez à 80, vous ne pouvez pas aller plus qu'à 80% de votre vitesse à cause de la dette technique. Ou vous ne pouvez pas aller plus qu'à 50% de votre vitesse à cause de la dette technique. Donc, vous êtes en perte d'efficacité. Donc ici, c'est un exemple. Ça ne veut pas dire que ce qu'il y a ici, c'est vrai puis que c'est à prendre pour du cash, mais bon, c'est des gens qui ont fait certaines études par rapport à ça. Évidemment, eux, ils vendent leurs propres produits. Donc, Sensiolab, c'est eux qui sont derrière Symfony, Twigs, Doctrine, etc., qui a été récupéré par Laravel, qui est bâti sur ces trucs-là. Donc, on considère que c'est des logiciels qui ont une faible dette technique. Tout ça, c'est en PHP. Après ça, bon, on a PHP Unit, le Zen Framework 2, Cake PHP, Drupal, PrestaShop, Joomla, PHP MyAdmin, MediaWiki, PHP, Bulletin Board, WordPress. Donc, selon eux, WordPress, c'est le truc c'est un foutoir épouvantable. Donc, je ne sais pas si c'est vrai, mais une dette technique de 20 ans. Donc, ça prendrait 20 ans à un seul programmeur pour, disons, éliminer la dette technique dans ces logiciels-là. Donc, il y a une certaine limitation quand même à la métaphore dette technique versus dette financière. Donc, l'effet, la dette financière, ça gruge les revenus et les profits. La dette technique, ça ralentit le développement puis ça favorise les bugs. Les mesures, la dette financière, on peut mesurer le niveau de dette avec les intérêts qu'on doit payer en pourcentage et la dette totale en dollars. Même chose ici, la dette technique, on peut mesurer sa grosseur en ralentissement de pourcentage de ce qu'on peut faire normalement et en temps pour rembourser. La mesurabilité, la dette financière, c'est quand même assez précis. On sait exactement c'est quoi la quantité de dette normalement. Et par contre, la dette technique, c'est quand même quelque chose d'assez imprécis, c'est assez difficile à mesurer. Le remboursement de la dette financière est bien entendu obligatoire, sauf si vous déclarez faillite. Et la dette technique, ben, d'une certaine façon, il est facultatif, donc vous pouvez continuer à l'accumuler jusqu'à temps que d'une certaine façon, vous allez faire une espèce de faillite en faisant une banqueroute technique. Donc, le point de non-retour d'une dette financière, c'est la faillite, et la dette technique, c'est la banqueroute technique.
Alors ici, on a un petit comique intéressant. Donc, on a ici le programmeur avec son gestionnaire de projet. Donc, il demande, est-ce que tu peux faire un quick fix, c'est urgent? Ouais, enfin, il y a deux options. Je peux faire un quick fix maintenant, mais qui ne prendra pas en compte tous les cas et qu'il faudra corriger plus tard. Ce sera chiant à déboguer et au final, ça aura pris 3 fois plus de temps. Ou sinon, on fait les choses bien, on fait un vrai fixe, mais ce sera pour demain parce qu'il y a quelques dépendances à gérer, mais au moins c'est clean. Partons plutôt sur le quick fix. C'est bien ça le quick fix. Bien sûr, suis-je bête? Bon, enfin, donc Commit Strip, c'est un comic aussi très intéressant. Je vous présente souvent des Dilbert, mais mon deuxième comic le plus intéressant, c'est Commit Strips. Commit Strip, c'est français, donc c'est pour ceux qui sont là en français. Mais il y a la version anglaise aussi, et Dilbert, ben ça c'est américain. Donc, sans plus attendre, Dilbert. Donc, qui demande à ses employés, le patron, Did you finish the software yet? No, I'm still paying off the technical debt from the last programmer you rushed. I don't know what that means. Well, that explains a lot. Enfin. Donc, résumé. J'étais supposé de faire un résumé plus long que ça. Je pense que j'ai oublié de faire mon résumé. En tout cas, je vais rajouter des points tantôt. Bah, je pourrais peut-être le faire maintenant. Là. Donc, en résumé, la dette technique, c'est la partie invisible de la détérioration du code et du projet en général. La partie visible étant les bugs. On peut la mesurer en pourcentage ou en temps. Donc, en pourcentage de réduction d'efficacité ou en temps, le temps total que ça prendrait pour la payer. Elle a diverses causes comme, par exemple, tourner les coins ronds ou encore l'obsolescence technologique. Elle engendre un cercle vicieux, donc plus il y a de dette technique, plus ça va créer de la dette technique parce que ça décourage les utilisateurs et tout ça. Il y en a de 3 types. Il y a la dette technique naïve qui est causée par les utilisateurs, disons, novices. Il y a la dette technique structurelle qui est inévitable, comme par exemple justement l'obsolescence technologique ou ce genre de choses. Et la dette technique stratégique qui est acquise pour sortir un produit plus rapidement, mais en se disant que plus tard, il faudrait normalement payer la dette technique. Lorsque la dette technique devient trop importante, elle peut ou elle va éventuellement provoquer une banqueroute technique du logiciel qui ne deviendra plus maintenable. On doit donc la gérer pour les projets au long cours. D'abord, en réduisant son augmentation avec des standards plus élevés au niveau de la programmation et de l'architecture et tous ces trucs-là. Et aussi la rendre visible et la payer progressivement, donc en appliquant la technique du Boy Scout. Donc la suite, c'est des exercices. Donc je pense que je les détaillerai pas, je vais vous laisser le faire ça. Donc les exercices, vous verrez, il y en a plusieurs, avec des mises en situation, des questions, etc. Donc vous avez juste à répondre à ces différents exercices-là. Et il y en a pas mal quand même. Donc ça, pour un total de 15 points. Donc quand vous avez fini, vous avez tout rempli, tout ça, vous pensez avoir correctement répondu, vous remettez sur Léa avec votre note sur 15 en commentaire et le temps que ça vous a pris pour réaliser. Donc là, je parle d'exercice, mais c'est tout le document complet. Donc, m'écoutez moi et répondre aux exercices. Alors voilà.